Bonjour Monsieur Pascal Perrineau, merci d'avoir accepté ce rendez-vous du Club Lamartine. C'est un vrai honneur d'avoir cet échange avec vous aujourd'hui. Ce rendez-vous est diffusé sur YouTube et Facebook ainsi qu'en podcast sur Deezer, Spotify et Apple Podcast. Monsieur Pascal Perrineau, vous êtes politologue, spécialiste de sociologie électorale. Vous avez été directeur du Centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF, merci, excusez-moi. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris, où vous êtes en charge de plusieurs cours sur le vote, l'analyse des comportements et des attitudes politiques, la science politique et l'extrême droite en France et en Europe. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes aussi auteur et vous venez d'écrire un que sais-je sur le populisme. Ma première question sera donc, être populiste, est-ce être d'extrême droite? Oui, si vous voulez, on ne peut pas rabattre le populisme sur la seule extrême droite. Euh, dans certains pays, comme la France, l'Autriche, c'est vrai que le populisme en tant que force politique s'est développé à partir de partis politiques, d'hommes et de femmes qui venaient dans les années 80, plutôt de la droite extrême. Mais ce populisme, si vous voulez, dans son histoire longue et même dans sa réalité d'aujourd'hui, c'est une force politique qui existe bien au-delà de la seule extrême droite. On en retrouve, par exemple, à la gauche de la gauche. Une force comme la France insoumise, aujourd'hui, a plusieurs caractéristiques qui peuvent la rattacher au populisme, et on est bien loin, vous le voyez, du Rassemblement national et de Marine Le Pen. Et puis, dans le monde, quand vous regardez l'histoire du populisme à la fin du 19e siècle, aux États-Unis, dans la Russie tsariste, parce que c'est là que les premiers populistes sont apparus à la fin du 19e, mais surtout au début du 20e siècle, le populisme latino-américain, qui est encore aujourd'hui une réalité extrêmement prégnante, dans des pays comme l'Argentine, le Brésil, le Venezuela. Et quand vous regardez ce populisme latino-américain, qui a presque un siècle d'histoire derrière lui, c'est un populisme parfois de droite et de droite extrême, comme par exemple celui de l'actuel président brésilien Jair Bolsonaro, mais un peu plus au nord, au Venezuela, avec Nicolás Maduro, l'héritier de Chavez, c'est un populisme très à gauche et même d'extrême gauche. Donc, vous voyez, on ne peut pas confondre populisme et extrême droite, même si beaucoup de formations d'extrême droite utilisent beaucoup le populisme à la fois pour lire les sociétés, et lire les sociétés de manière extrêmement binaire, simpliste, avec un peuple. On reste à savoir comment on définit le peuple d'un côté, et puis une minorité de puissants, d'élites, d'oligarchies. Jean-Marie Le Pen utilisait le terme d'établissement, la tradition en français de the establishment. Donc, ça, c'est une lecture que tous les populismes partagent et que le Rassemblement national a aujourd'hui. Et puis, un moyen d'action, c'est-à-dire d'essayer de trouver, par-delà les intermédiaires, les institutions, le Parlement, les associations, les partis, les syndicats, de trouver des modes d'expression directs du peuple au travers ou bien de l'instrument référendaire. Les populismes sont très attachés au référendum et à la consultation directe du peuple sur de multiples sujets. Et puis, d'autre part, l'expression des volontés populaires au travers de la parole d'un homme ou d'une femme qui dit tout haut ce que le peuple est censé penser tout bas. Vous voyez, là aussi, c'était l'expression utilisée par Jean-Marie Le Pen, l'ancien patron du Front National. Je dis tout haut ce que vous pensez tout bas. On voit là sur les derniers sondages, il y a 2 ou 3 régions qui risquent de basculer à l'extrême droite, le Nord, la côte, le Sud et la Bourgogne, PACA et Bourgogne. Est-ce que aujourd'hui cette montée de l'extrême droite en France est inéluctable et pourquoi elle s'installe? Quand vous regardez ça sur la longue période, maintenant on peut dire presque 40 ans, puisque au fond, les premiers signaux d'une extrême droite populiste
vivantes, fortes, ce sont les européennes de 1984. Vous voyez, c'est de l'histoire déjà ancienne. Et à l'époque, en effet, le Front National rassemblait entre 10 et 11% des suffrages exprimés. Aujourd'hui, il est mesuré très souvent autour de 25%, c'est-à-dire un électeur français sur 4 qui se prononce vote en faveur du Rassemblement national. Donc, il y a une dynamique électorale évidente. Cette dynamique électorale, elle est française, mais elle est aussi européenne et même mondiale. Les populismes sont à la hausse dans tous les pays du monde. Pourquoi ? Parce que la démocratie représentative traditionnelle est saisie de multiples interrogations et même de faiblesses. Souvent, les démocraties sont considérées comme quelque peu impuissantes par rapport aux grands enjeux de l'heure, le chômage, bien sûr en ce moment la crise sanitaire, des croissances économiques souvent assez faiblades, comme c'est le cas en France aujourd'hui, la lutte contre l'inégalité. Donc, très souvent, ces démocraties représentatives sont considérées comme étant inefficaces. Et puis surtout, de nombreux électeurs, ça se traduit parfois dans l'abstention, parfois dans le vote protestataire. De nombreux électeurs considèrent que, au fond, les représentants trahissent la volonté des représentés, ne tiennent pas leurs promesses. Et c'est dans ce contexte de crise de la démocratie représentative que se développe partout dans le monde le populisme. Alors, au-delà de ces facteurs politiques qui expliquent d'une certaine manière ou qui éclairent la poussée du populisme, du nationalisme, de l'extrême droite dans de nombreux pays, il y a bien sûr des raisons aussi économiques. Tous nos pays connaissent ce qu'on pourrait appeler une grande transformation économique et sociale, qui est le passage de la société industrielle que nous avons connue dans les décennies d'après la Seconde Guerre mondiale, à une société post-industrielle basée essentiellement sur les services et sur une informatisation croissante de la société et sur une individualisation également croissante de la société. Et dans cette, si vous voulez, crise de transition économique et sociale, de grands acteurs de la société post-industrielle, et en particulier ce qu'on appelait jadis la classe ouvrière, qui jouait un rôle clé dans la société industrielle, ne trouve plus sa place, considère qu'elle est laissée sur le bord du chemin. Et un vote parfois de colère, de désespérance, peut toucher de nombreuses classes ouvrières, en particulier en Europe, qui aujourd'hui ne se retournent plus vers la gauche, comme elle le faisait, par exemple, jadis, pour le Parti communiste ou pour le Parti socialiste et François Mitterrand, par exemple, à une certaine époque, au début des années 80, ils se retournent vers les partis nationalistes et populistes. Donc ça, c'est un facteur économique et social. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, les ouvriers, les petites gens, les employés en difficulté considèrent qu'ils sont victimes de la globalisation économique et que cette société post-industrielle est une société globalisée qui ne leur accorde que très très peu d'avantages et leur apporte beaucoup d'inconvénients. Et puis il y a un troisième ressort du populisme, c'est ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de crise sociale et culturelle. Parce que la globalisation, elle n'est pas simplement économique. La globalisation, elle est de plus en plus politique. Nous sommes en Europe, regardez l'importance, la place prise, on l'a vu avec la lutte contre la Covid-19, prise par l'Union européenne, dans la stratégie vaccinale, par exemple. Mais indépendamment de l'Union européenne, vous avez maintenant de multiples instruments de gouvernance mondiale. Le G7, le G20, l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international qui interviennent et sont des acteurs extrêmement importants. Et puis, dernier trait de la globalisation non économique, nos sociétés deviennent de plus en plus cosmopolites au premier sens du terme. C'est-à-dire nos sociétés sont beaucoup moins homogènes qu'elles ne l'étaient culturellement, religieusement, par exemple, qu'elles ne l'étaient dans les années 50 ou 60. La migration et l'immigration massive, qu'elles soient légales ou illégales, ont contribué profondément à changer le paysage de nos sociétés, de nos villes,
ce que les Américains appellent l'ethnic business, hein, le commerce ethnique est apparu. On parle, vous prenez le métro à Paris ou dans d'autres grandes métropoles françaises, le matin, vous entendez parler 5 ou 6 langues différentes. Et quelque part, pourquoi parle-t-on tant d'immigration en France? C'est que la figure de l'immigré est devenue le symbole, l'incarnation de la société globale. C'est l'homme qui passe les frontières, qui ignore les frontières. Et donc, les sociétés sont en train un peu de se diviser en deux sur cette affaire. Certains disant, au fond, il faut arrêter cette globalisation culturelle de nos sociétés parce qu'on ne sait plus qui on est, on ne se sent plus chez nous, hein, voilà. Et puis ceux qui disent non, ça n'a au contraire que des avantages. Les gens sont plus mobiles, nos enfants peuvent aller faire des études à l'étranger, on découvre d'autres modes de vie en accueillant sur notre territoire des populations étrangères. Mais là, vous voyez, les sociétés sont en train de se diviser en deux entre ceux qui ne voient que les avantages d'une société ouverte et ceux qui en voient davantage les inconvénients. C'est tout cela qui fait la dynamique irrésistible, je ne sais pas, mais la dynamique importante du populisme. C'est-à-dire qu'il y a une partie crise sociale et xénophobie. Oui, crise sociale, xénophobie, malaise devant le monde global, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, si vous voulez. La globalisation n'a cessé de s'accentuer depuis 30 à 40 ans. Hein. On est passé de sociétés dans lesquelles les pouvoirs politiques, qui sont des pouvoirs nationaux, avaient aux yeux des électeurs barre, autorité sur de grands dossiers, sur de grands principes. À une société où de plus en plus les électeurs se disent mais au fond, sur de grands enjeux, la crise sanitaire, la crise écologique, etc., le contrôle de l'immigration, mais les pouvoirs nationaux sont largement démunis, hein, ils sont largement impuissants. Et donc, c'est un malaise par rapport à cette société globale. Qu'est-ce que c'est que cette société globale? Est-ce que cette société globale fait sens pour les gens? Vous voyez, pour un jeune cadre habitant Lyon, allant faire des affaires à Turin et puis le lendemain se retrouvant à Londres, la société globale est devenue une pratique, un mode de vie. Puis en plus de ça, pendant l'été, il va à l'étranger, je ne sais pas moi, faire un safari photo au Kenya. Vous voyez. Et puis, à quelques kilomètres de lui, l'ouvrier qui travaille dans une commune industrielle du sud de l'agglomération lyonnaise, qui a perdu son emploi parce que l'usine a été délocalisée, qui est au chômage, l'été, il connaît une mobilité extrêmement faible, l'été, il n'a pas d'argent pour sortir de chez lui. Vous voyez que voilà, on n'apprécie pas de la même, on ne vit pas, et on n'apprécie pas de la même manière la société globale. Et la force des populismes, c'est d'avoir été de se mettre à l'avant-garde du camp de ceux qui disent l'heure est venue du recentrage national. En regardant des sondages, j'ai constaté qu'en fait, sur le circuit court, tout ce qui est des proximités, l'électorat est plus sur le Front National que sur l'électorat écologique. Bien sûr. Ça m'a. Alors là, pour le coup, j'étais très, très surpris que sur le circuit court, ils ne croyaient pas en l'écologie et en les Verts, mais plus en l'extrême droite et le Rassemblement national. Comment vous expliquez ça? Les deux pôles, Europe Écologie Les Verts d'un côté et le Rassemblement national, ce sont les partis les plus différents les uns des autres en termes de base électorale. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils représentent les deux versants d'un nouveau clivage que moi j'ai appelé, il y a maintenant de nombreuses années, le clivage entre la société ouverte et, ne soyons pas stigmatisants, ne parlons pas de société fermée, mais la société du recentrage national. Hein? Ça, c'est un clivage qui n'est plus le clivage gauche-droite. C'est un autre type de clivage. Vous avez des gens de gauche et de droite qui se retrouvent dans le camp de la société ouverte. Vous avez des gens de gauche et de droite, et d'ailleurs, qui se retrouvent dans le camp de la société du recentrage national. Donc, ça, c'est un nouveau clivage extrêmement fort dans toutes nos sociétés. Et ce clivage, du côté du recentrage national, la force qui est la plus représentative de cela, c'est le Rassemblement national, avec un électorat de gens relativement jeunes, souvent en difficulté pour rentrer et intégrer le monde de l'emploi. Chez les chômeurs, par exemple, le Rassemblement national fait de très bons scores. C'est un électorat également de catégorie populaire, ouvriers, employés,
les petits mondes des travailleurs indépendants. Vous voyez, hein, c'est ça la base sociale. Et cet électorat-là, qui vit souvent plutôt d'ailleurs dans les périphéries, les grandes périphéries urbaines, ou carrément dans le rurbain, comme on dit aujourd'hui, toutes ces communes dans lesquelles se mélangent des caractéristiques rurales et urbaines, ça, c'est véritablement la base du camp de la société du recentrage national, et c'est la base du Rassemblement national. Et de l'autre côté, vous avez un électorat qui est au contraire l'électorat des grandes villes universitaires, des grandes métropoles de col blanc, de gens qui vont bien, sont plutôt optimistes pour l'avenir et qui considèrent que l'échelon national n'est plus un échelon pertinent, que l'échelon pour les grands débats de demain, c'est un échelon supranational. Et là, on retrouve bien sûr l'électorat des Verts, qui est un électorat plutôt jeune, parfois un peu plus jeune d'ailleurs. Les soutiens de Marine Le Pen, c'est plutôt les 25-34 ans. Les écologistes, c'est plutôt ceux qui entrent sur le marché électoral, les 18-24 ans. C'est un électorat socialement très différent. C'est un électorat de couche moyenne et de catégorie supérieure. Plus on est diplômé, plus on vote en faveur de l'écologie. Et c'est un électorat des grandes villes. Il ne faut pas croire du tout que les écologistes sont importants dans les banlieues ou à la campagne, là où pourtant il y a des problèmes d'équilibre écologique tout à fait décisifs. Non, c'est un électorat de centre urbain, de métropole qui se porte bien. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, la vision sur l'extrême droite et le Rassemblement national, les électeurs n'aient pas peur de basculer vers un État autoritaire? Alors, le Front National devenu Rassemblement national, a peu à peu, il n'a pas bouleversé son image, mais il l'a corrigé au marge. Le parti de Marine Le Pen, quand vous regardez les dernières enquêtes, il y en a une qui est parue il y a quelques semaines, effectuée par l'Institut Sopra Steria, vous apercevez que, voilà, il a amélioré son image, mais voilà, encore une majorité de Français doutent de sa capacité à être une véritable force de gouvernement. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen et celles et ceux qui l'entourent ne convainquent pas les Français de leur capacité à gouverner des sociétés complexes. Il y a encore le souvenir, bien sûr, du désastreux duo de l'entre-deux tours de 2017 où Marine Le Pen avait semblé peser très très peu par rapport au candidat Emmanuel Macron. Et puis, voilà, il y a tout de même un parfum de soufre qui est encore lié à ce parti, qui était le parti de Jean-Marie Le Pen, et qui reste quelque peu encore au Rassemblement national. Mais tout ça, c'est affadi. Le parti du Rassemblement national fait partie des meubles, j'allais dire, du paysage politique aujourd'hui. Vous voyez? Et puis, c'est un parti... voilà, de très nombreux Français vous disent maintenant, bah oui, ça m'est arrivé de voter pour le Front National. Et ça va entre 25% et un tiers, hein, qui, une fois, pour des raisons diverses et variées, ont pu voter pour ce parti du Rassemblement national. Et donc, tout cela fait qu'il est davantage dans le paysage. Tout cela explique qu'aujourd'hui, pour l'instant, il faut être très prudent, nous sommes à 1 an, presque, enfin un peu moins maintenant. Mais nous sommes à 1 an de l'échéance de l'élection présidentielle de 2022. Mais on voit, les dernières enquêtes d'opinion montrent qu'au premier tour, Marine Le Pen arrive maintenant 3 points devant Emmanuel Macron. Ça n'était pas le cas en 2017, où c'était le contraire. Hein. Et puis, dans la perspective des seconds tours, elle est beaucoup, beaucoup plus haute qu'elle ne l'était. Aucun sondage n'a annoncé sa capacité à dépasser la barre des 50%, mais beaucoup de sondages l'annoncent autour de 44-45% des intentions de vote au second tour. Vous voyez, ça change radicalement la donne. En sachant que déjà, lors de la dernière présidentielle, au moment du deuxième tour, elle avait encore progressé en termes de voix. Ne parlons pas en pourcentage, mais en voix, elle avait atteint un seuil que son père n'avait jamais atteint auparavant. Bien sûr, ça c'était un indicateur, si vous voulez, de l'acceptabilité croissante du Rassemblement national, qui profite aussi, d'autre part, de quelque chose d'étonnant. Si vous voulez, au cours d'une vie d'électeur, aujourd'hui, un homme ou une femme de 50 ans peut avoir vécu
à la fois le quinquennat Sarkozy, la droite, le quinquennat Hollande, la gauche, et le quinquennat Macron, ça fait 15 ans. Hein, le quinquennat Macron et de droite et de gauche. Et donc, il peut avoir l'impression, cet homme ou cette femme, qu'il a tout essayé. Sauf quoi? Sauf le Rassemblement national, c'est-à-dire ce national-populisme qui est aux marges des systèmes. Et même s'il ne convainc pas, même si Marine Le Pen ne convainc pas, chez certains électeurs, il y a la volonté, quand ils sont en colère, de renverser la table. Et ils se disent, bon, je ne crois pas que Marine Le Pen ferait une très bonne présidente de la République, elle sera isolée, elle n'aura peut-être pas de majorité, elle n'a pas d'alliés, elle n'a pas beaucoup d'hommes et de femmes compétentes pour constituer un gouvernement, mais ça n'est pas grave puisque ma volonté, c'est de renverser la table. Et à ce moment-là, vous avez au vote en faveur du Rassemblement national un vote purement protestataire, qui s'ajoute parce que la société française est une société difficile, c'est une société d'hommes et de femmes en colère, c'est une société d'hommes et de femmes difficiles à gouverner. Les Français sont difficiles, encore plus que d'autres peuples, à gouverner. Il y a des traditions protestataires, révolutionnaires, qui travaillent puissamment l'électorat et qui peuvent parfois trouver des débouchés étonnants, dont parfois le vote en faveur du Rassemblement national. Le Rassemblement national est la petite sœur ou le petit frère du Front national, ou le clone, où le Front national est né sur un historique vichiste, colonial. Est-ce que c'était le vieux électorat antisémite et aujourd'hui au Rassemblement national, où il est parti dans une autre frange qu'on ne voit pas aujourd'hui? Si vous voulez, cet électorat ne pèse pas grand-chose. L'électorat des nostalgiques de Vichy, travaillé par l'antisémitisme, une vieille bourgeoisie ultra-réactionnaire, ça existe encore aux marges, mais ça pèse extrêmement peu. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus, vous voyez, une frustration d'ordre économique, social et culturel qui nourrit le Front national, beaucoup plus que l'attachement à de vieilles lunes du passé. Donc on peut retrouver de temps en temps, oui, un électeur vichiste, un nostalgique du maréchal Pétain parmi les électeurs du Front national, mais c'est pas ça qui fait le succès du Front national. Ces électeurs et ces électrices sont noyés dans un électorat qui est pour lequel tout ça, ça ne veut plus rien dire. Vous voyez, Vichy, Pétain, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. C'est un malaise plutôt économique, social et identitaire qui nourrit leur choix électoral. Et quelle est la doctrine idéologique de Marine Le Pen? Parce que aujourd'hui, dans la société, on ne parle plus d'idées. Vraiment, en tout cas, ces idées, même quand on parle de Maurassien, ce genre de choses, le grand public ne comprend pas. Et du coup, il y a un appauvrissement de l'idéologie, même au niveau du cadre politique. Aujourd'hui, même Macron, il ne s'est même pas défini comme centriste. Et historiquement, il aurait dit j'aurais été centriste. Non, il dit je suis et de droite et de gauche, ou pas de droite et pas de gauche. Mais il ne dit pas qu'il est centriste. Et donc, est-ce que Marine Le Pen a une idéologie? Et quelle est son idéologie? Alors, en termes d'héritage, oui, elle s'inscrit, j'allais dire, dans ce qu'on pourrait appeler la filiation du nationalisme français, tel qu'il a pu apparaître à la fin du 19e et au début du 20e. Alors, un peu d'histoire. Le nationalisme au 19e siècle, après la Révolution française, c'est un nationalisme qui est beaucoup plus républicain. C'est un nationalisme de gauche. C'est l'idée d'une nation française qui montre l'exemple de l'émancipation au monde. C'est ça, le nationalisme français, c'est les soldats de Valmy. Et la gauche républicaine est très nationaliste au 19e siècle, et même dans les premières tentations coloniales, la gauche n'est pas du tout réticente, j'allais dire, à l'idée coloniale, parce qu'elle considère qu'elle va apporter au monde des vertus qui sont les vertus républicaines françaises. Voilà, il y a cet aspect-là aussi dans le colonialisme qu'il ne faut pas oublier.
Et puis, peu à peu, ce nationalisme, avec la défaite de 70-71 contre la Prusse, va changer peu à peu de cap. Il va y avoir cette volonté de récupérer l'Alsace et la Lorraine. Et tout le monde va avoir l'œil rivé sur la ligne bleue des Vosges. Et un homme comme cet homme politique et ce grand romancier qu'a été Maurice Barrès, avec La colline inspirée, décrit très très bien ce climat où un nationalisme très différent va apparaître, qui est un nationalisme très hexagonal, un nationalisme de rétraction, un nationalisme vraiment qui se replie à l'intérieur des frontières et veut reconquérir les territoires perdus, et qui d'ailleurs parfois est assez réticent, lui, au colonialisme. Il se dit, mais pourquoi on va aller se promener dans le monde, etc. Bon. Donc, ce nationalisme-là, qui est plutôt un nationalisme de rétraction, un nationalisme hexagonal, il a fait peu à peu son chemin. L'Action française de Charles Maurras a pu le représenter jusque dans les années 40, et puis ensuite des formations assez souvent situées à la droite extrême ont pu le représenter. Et le Front National se situe, si vous voulez, dans cet héritage. Et Marine Le Pen, quelque part, oui, est l'héritière de ce courant d'un nationalisme de rétraction, d'un nationalisme hexagonal, d'un nationalisme qui considère que la priorité, c'est de protéger économiquement, socialement, politiquement et culturellement les frontières. C'est un quadruple protectionnisme. Alors, dans cette nébuleuse à la course à l'extrême droite, il y a deux personnages, il y a Philippe de Villiers et Éric Zemmour, qui est a priori dans les starting blocks. Philippe de Villiers qui parle de décoloniser les esprits. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. En tout cas, personnellement, ça me fait très peur quand on commence à me dire que je ne dois plus penser ce que je pense. Comme dirait l'autre, quand je vois ce que je vois, j'ai raison de penser ce que je pense. Mais lui, non, a priori, c'est plutôt le contraire. Et Éric Zemmour, excusez-moi, je vous ai tutoyé, comment vous verriez, est-ce qu'elles sont dans la même nébuleuse? Est-ce qu'il y a une différence? Et est-ce que Éric Zemmour a une opportunité d'être la tortue face au lièvre Marine Le Pen? Alors, si vous voulez, il y a les Le Pen, depuis 40 ans, occupent tout de même de manière très forte le paysage. Et tous ceux, jusqu'à maintenant, qui ont voulu s'opposer, je pense à Bruno Maigret, je pense à Florian Philippot, ont connu peu à peu la marginalisation. Et cela, personne, lorsqu'ils s'affrontent, j'allais dire au Rassemblement national et à la Maison Le Pen, personne ne doit l'oublier, parce que le Rassemblement national, il ne faut pas mythifier, mais c'est tout de même un parti qui a une histoire, qui a un personnel dans les régions, qui maintenant a des élus régionaux, dans certaines communes. Voilà. Bon, donc c'est une réalité. De Villiers, c'est un homme largement seul, hein, maintenant plus connu pour ses vertus d'éditorialiste ou d'écrivain d'essais que pour, au fond, son métier politique, hein, même si, en effet, il a une écoute, parce que c'est un homme qui a, pendant très longtemps, représenté ce qu'on pourrait appeler le souverainisme français, hein, le courant souverainisme. Il y avait un souverainisme de gauche, très bien représenté par un homme comme Jean-Pierre Chevènement, et puis à droite, le souverainisme de droite, c'était tout bien Philippe de Villiers. Et donc, il représente tout de même cet héritage. Éric Zemmour, c'est très différent, c'est un succès éditorial, et à l'heure où il y a une crise des médiations politiques, des partis politiques, de la presse d'opinion même, si vous voulez, l'espace laissé vacant est occupé aujourd'hui de plus en plus par des éditorialistes. Vous voyez, on parle beaucoup de Michel Onfray aussi, hein. On parle d'Éric Zemmour, certains parlent même de comiques. Marcel Bigard, à un moment, s'est découvert une vague vocation à faire de la politique. Mais il faut faire attention à un succès d'opinion réel. Éric Zemmour, on le voit, ne serait-ce que dans ses tirages et dans ses ventes, et fait l'objet d'une écoute attentive dans certains secteurs de la droite jusqu'à l'extrême droite. Et ces livres, en effet, et donc les thèmes qu'il véhicule rencontrent un certain écho. Ça serait une très mauvaise nouvelle pour Marine Le Pen de voir apparaître dans son espace politique un concurrent, même si ce concurrent lui grappille quelques pourcentages, vous voyez que ça peut lui coûter très cher. Hein, je disais tout à l'heure,
Elle est à 3 points devant Emmanuel Macron. Imaginons que Zemmour entame le capital de 5 à 6%, c'est fini. Marine Le Pen passe derrière Emmanuel Macron au premier tour. Donc on verra ce qu'il en est, même si apparemment Éric Zemmour est un peu dans les starting blocks pour partir. Mais il faudrait savoir exactement à ce moment-là, ce qui peut le différencier du message porté par Marine Le Pen. Sinon, la confusion ne le servira pas. Il faut voir quelles sont les différences, tant est qu'il y en ait. Et s'il n'y a pas de différence, vous savez, il aura peut-être plus à perdre qu'à gagner à se lancer dans le combat politique. Le combat politique est toujours extrêmement dur. C'est un métier très différent du métier d'éditorialiste ou d'enseignant, ou que sais-je encore. C'est un métier très particulier, marqué par une grande violence symbolique. Est-ce que ces mouvements, Guillaume Metti, Éric Zemmour et il y a même le frère, j'ai oublié le prénom de Philippe de Villiers, le général, est-ce que c'est pas la volonté, ou en tout cas un mouvement de plaque vers un parti trumpiste à la française? Vous savez, on parle de parti trumpiste, mais Trump, il a pris quoi? Il a pris un des plus vieux partis américains, le parti républicain, qui a toujours d'ailleurs aujourd'hui ses sensibilités. Tout le parti républicain n'est pas trumpiste, mais il a fait une opéra sur ce parti. Donc, Trump a plutôt pratiqué ce que moi j'appelle la stratégie du coucou. Il est allé s'installer dans un autre nid. Jean-Marie Le Pen, il a créé, lui, son propre parti. Et donc, on peut dire, oui, qu'aujourd'hui, c'est largement un parti lepéniste. Mais même ces partis, vous savez, restent aujourd'hui relativement faibles. C'est plus des phénomènes liés à des personnalités. Mais ça, c'est, j'allais dire, l'air du temps. Regardez Macron. Macron, c'est Macron. La République en marche, c'est Macron. Vous voyez, il n'y aurait pas Macron, la République en marche n'existerait pas. Le Pen, ce sont de sacrées locomotives, les Le Pen, pour le Rassemblement national. Le Rassemblement national sans les Le Pen, vous voyez que même ils songent maintenant à une troisième génération Le Pen, avec Marion dite Maréchal, puisqu'elle a voulu enlever, pour une éventuelle carrière politique, le patronyme de Le Pen. Donc c'est des phénomènes tout de même qui restent des phénomènes extrêmement personnalisés, parce que ces populismes sont des populismes dans lesquels le peuple se confond avec un homme ou une femme. Au fond, le discours que tiennent tous ces leaders, c'est de dire, écoutez, faites-moi confiance, puisque j'ai le courage de dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Et donc, il y a une forme de liaison affective extrêmement profonde entre certaines catégories populaires et cet homme ou cette femme. C'était très sensible. Je me souviens dans une affiche qui est maintenant ancienne de Jean-Marie Le Pen, qui était très simple mais très efficace. Et on voyait la silhouette de Le Pen au stade Vélodrome de Marseille, avec en flou derrière des dizaines de milliers de spectateurs de ce meeting qu'il tenait à Marseille. Et le slogan de l'affiche était très simple, et il y avait l'allitération en plus, Le Pen, le peuple. Comme s'il y avait, vous voyez, une identification d'une personne, d'un sujet individuel, un sujet collectif. Là, au fond, dans cette image est résumée toute la force, parfois, du populisme. Dernière petite question. Est-ce que vous pensez que les régionales, l'extrême droite vont remporter une, voire 3 régions? Est-ce que c'est... Ça fait longtemps. Le Front républicain existe encore? Alors, ça fait longtemps que le Front national est au bord de la victoire dans plusieurs régions, et particulièrement dans son bastion historique qu'a été PACA. Quand vous regardez les intentions de vote aujourd'hui, c'est vrai que la situation est, pour l'instant, on verra ce qu'il en est dans la dynamique de campagne, est pour l'instant favorable aux listes emmenées par M. Mariani, qui en plus de ça a un avantage, c'est un transfert des Républicains. C'est un homme politique qui avait une certaine notoriété chez les Républicains, puisqu'il avait été ministre, et c'est un homme qui était assez, et qui l'est resté, je crois, populaire dans une partie de l'électorat de la droite classique en région, et particulièrement, bien sûr, en PACA. Et le combat sera
difficile pour le président sortant, M. Muselier, surtout que celui-ci a fait un faux pas. Il a semblé hésiter entre une stratégie d'autonomie de la droite et du centre et puis une stratégie d'accord avec la République en marche, qui était la stratégie retenue. Et cette hésitation lui a coûté quelques points. Alors ça se passera, j'allais dire, au couteau. Dans d'autres régions, les victoires sont plus difficiles, même si certaines régions que vous avez mentionnées connaissent un Front National haut. La Bourgogne-Franche-Comté en est un, avec un profil pourtant très très différent, puisque le leader en Franche-Comté est un ancien, non pas des Républicains, mais de la France insoumise. Et on voit là les gémellité qu'il peut y avoir entre différents types de populisme. On peut commencer sa carrière chez Jean-Luc Mélenchon et la poursuivre chez Marine Le Pen, comme c'est le cas de M. Cotarac. Et puis, bien sûr, il y a, j'allais dire, presque le nouvel électorat du Rassemblement national des Hauts-de-France. Mais ce nouvel électorat des Hauts-de-France, il a face à lui un homme qui s'appelle Xavier Bertrand, qui, au cours de son mandat, a réussi tout de même à tenir la dragée haute au Front National. Et là, on verra si au second tour, à mon avis, il y a une gauche unie. Est-ce qu'il aura besoin des électeurs de cette gauche unie? Et si la gauche se maintient, il faut savoir que la gauche jouera un peu avec le feu. C'est la même chose en PACA. Est-ce qu'il se maintiendra? Alors là, ça veut dire que vraiment toute stratégie de Front républicain est définitivement terminée. Ou est-ce qu'ils se retireront, comme ils l'avaient fait en 2017 en PACA ou dans le Nord-Pas-de-Calais? Et à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il y a encore quelques bons restes, si on peut dire, de la stratégie du Front républicain. En tout cas, Monsieur Pascal Perrineau, merci de cet entretien qui a été un peu plus long que prévu, mais en tout cas, c'est vraiment passionnant et c'est vraiment un honneur. J'étais ravi de cet échange. Vous êtes politologue et vous avez de nombreux ouvrages et le dernier, c'est Que sais-je, le populisme. Merci et peut-être un jour en présence lors d'une conférence débat. En tout cas, j'aurai l'honneur et vraiment de vous accueillir et merci pour cet entretien. Bien sûr, merci à vous, merci de votre invitation et à bientôt. Au revoir. À bientôt.